Célébration de 40 ans d'existence de la Banque Ouest-Africaine de développement BOAD, les chefs d'État et de gouvernement de l'espace UEMOA ont fait le déplacement de Lomé. Pour le président de la République Issoufou Mahamadou, cette banque est un véritable outil d'intégration et de développement économique. Le Hajj 2013 s'est déroulé dans une organisation satisfaisante. Le Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumara, à travers son président, tire le bilan. C'était lors d'une conférence de presse où des faiblesses de l'organisation ont également été relevées en vue de leur amélioration. Agadez, dans la fête, le Bianou a débuté ce 10e jour du nouveau an musulman. Costume traditionnel riche en couleurs, danse, tam-tam, toutes les commodités sont au rendez-vous dans les rues de la vieille ville d'Agadez, désormais patrimoine culturel de l'UNESCO. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey cet après-midi même en provenance de Lomé au Togo. Le chef de l'État prenait part aux festivités s'inscrivant dans le cadre du 40e anniversaire de la Banque Ouest-Africaine de développement BOAD. À sa descente d'avion, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions de la République, les autres membres du gouvernement et la hiérarchie militaire. Le président de la République était donc en séjour au Togo, à Lomé. Le chef de l'État assistait ce matin aux festivités marquant le 40e anniversaire de la Banque Ouest-Africaine de développement BOAD. Hier, à son arrivée de la capitale togolaise, le président de la République Issoufou Mahamadou a été accueilli par son homologue togolais Faure Simbe Eyadema. Devant la presse togolaise et étrangère, le chef de l'État a tout d'abord loué l'excellence des relations entre le Niger et le Togo avant de souligner toute l'importance de la BOAD dans le développement économique des pays membres de l'UEMOA. Combien je suis heureux de me retrouver ici au Togo, auprès de mon frère et ami Faure Simbe. Le Togo et le Niger, comme vous le savez, ont toujours eu d'excellentes relations. Ces relations se renforcent encore davantage maintenant, dans d'excellentes relations à tous les niveaux. Et je suis heureux aussi d'être là pour participer aux manifestations organisées à l'occasion du 40e anniversaire de la création de la BOAD, qui est notre institution de financement de développement au niveau de l'UEMOA. La BOAD a eu à faire des interventions très importantes dans nos pays. Et en particulier, pour le cas du Niger, la BOAD intervient dans le financement des infrastructures, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de l'énergie, etc. Donc nous apprécions très positivement les actions faites par la BOAD.
Et j'ai vu d'ailleurs à l'occasion de ce 40e anniversaire, le thème sous lequel ce 40e anniversaire a été placé, c'est les banques sous-régionales de développement, enjeux et défis. Il y a un certain nombre de thèmes qui sont très importants qui vont être abordés, comme le thème relatif justement à l'insécurité alimentaire, les PME, PMI et l'agro-industrie, la croissance verte. Nous, par exemple, au Niger, nous avons notre programme Initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui est une véritable révolution verte que nous sommes en train de mettre en œuvre dans le pays. Et enfin, le 40e anniversaire sera aussi l'occasion de réfléchir sur les sources de financement. Alors, globalement, nous sommes satisfaits des actions menées par la BOAD dans nos pays. Et ça se voit d'ailleurs à travers l'intensification de ces actions au profit des États. Je viens de vous citer des exemples en ce qui concerne le Niger. Et nous-mêmes, au niveau des chefs d'État, on a décidé de renforcer cet outil important du développement économique et social de l'ensemble des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. À l'occasion du 40e anniversaire de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, donc de la BOAD, Dr Yayi Boni, président de la République du Bénin, a prononcé un discours où il a rappelé l'importance de cette banque, instrument d'intégration économique et de développement régional. Djouari Isaka. Créée le 14 novembre 1973, la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, est un instrument de financement du développement, de coopération et d'intégration de pays de l'Union monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Ces pays sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo se trouve son siège. À la veille du 40e anniversaire de l'institution financière ouest-africaine, le président de la République du Bénin, le Dr Yayi Boni, président de la conférence de chefs d'État de l'UEMOA, a prononcé un discours dans lequel il rend un vibrant hommage aux pères fondateurs qui ont eu cette ingénieuse idée de créer cet outil de développement et d'intégration ouest-africaine qui est la BOAD. Aux partenaires, il leur a exprimé toute sa satisfaction. Durant les 4 décennies de son existence, la BOAD a fait preuve d'initiative et de détermination pour soutenir le développement de nos États à travers ces interventions et une augmentation considérable de ces financements en faveur des économies de la sous-région. Aussi, à ce jour, les concours de l'institution au profit des États membres ont-ils permis de financer 700 projets pour un montant global cumulé de près de 2800 milliards de nos francs. Une part significative de ces interventions a porté sur l'amélioration des conditions de vie des populations et à la lutte contre la pauvreté par le financement d'équipements hydrauliques, d'électrification rurale, d'aménagement hydro-agricole, de routes et d'infrastructures modernes d'envergure, notamment à caractère régional, et aussi par la promotion du secteur privé dans notre espace. Après 40 ans, c'est un nouveau départ pour l'institution financière régionale, car selon le Dr Yayi Boni, les défis sont nombreux en Afrique de l'Ouest et la Banque ouest-africaine doit être un instrument capable de résoudre les problèmes ou difficultés qui freinent l'épanouissement des pays membres. En développant des projets qui feront face aux crises alimentaires, aux difficultés d'accès à l'eau potable, à l'éducation et surtout en développant des projets intégrateurs. On peut citer ici pour le Niger la boucle ferroviaire qui, une fois réalisée, le Niger, pays enclavé, verra son économie accroître considérablement.
Après le lancement officiel hier sous le haut patronage de la première dame Hajia Aïssata Issoufou de la semaine de mobilisation sociale contre le paludisme, la présidente de la fondation Gourivi Meilleur a procédé à la distribution des produits pharmaceutiques au centre hospitalier régional de Tawa et à la maternité Tassidi. Mohamed El Mokhtar Laolissini. Le centre hospitalier régional établissement de référence au niveau de la région a constitué la première étape des visites de la première dame Hajia Aïssata Issoufou. À ce niveau, la présidente de la fondation Gourivi Meilleur a procédé à un important don composé d'équipements médicaux, des consommables médicaux, des médicaments, des moustiquaires et autres produits phytosanitaires. À la maternité Tassigui, en plus des médicaments, moustiquaires et produits phytosanitaires, la présidente de la fondation Gourivi Meilleur a donné des kits sages-femmes, des produits d'hygiène et un sac néonatal. Aux 12 femmes fistuleuses, la fondation a donné des pains, du savon, de la pommade et du parfum. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à la première dame Hajia Aïssata Issoufou. Il en est de même du directeur du centre hospitalier régional. Ce n'est pas les médicaments seulement, j'ai vu que les gens font beaucoup plus mention aux médicaments. Ce qui est important là-dedans dans ce lot, c'est qu'il y a vraiment du matériel et des consommables. En tout cas, d'une très grande importance pour une structure de référence comme la nôtre. Il faut le dire aussi, il faut le mentionner sans aucune forme de démagogie. En un an, c'est la deuxième fois en tout cas que la même fondation nous a fait un don. Ce don-ci qu'on vient d'acquérir, en tout cas, nous avons estimé très sincèrement à une hauteur de pratiquement 24 millions, en tout cas, si nos estimations sont bien, tant en médicaments qu'en consommables, qu'en matériel qu'on a eu. Mais le plus important, ce n'est même pas la valeur, c'est surtout, en tout cas, c'est que ça peut régler comme problème pour des structures comme les nôtres, parce qu'il faut le dire, il ne faut pas perdre de vue que nos structures quand même traversent certaines difficultés. Et je pense que vraiment, si on a eu un tel don, on ne peut que s'en féliciter. Et on ne peut que effectivement remercier la première dame, d'abord pour nous permettre de bien travailler également au nom des malades. Ce qui m'a marqué, c'est beaucoup plus la rapidité avec laquelle, et la diligence surtout avec laquelle elle a traité notre requête. Je vous avoue que sincèrement, ça me fait quelques années quand même que je suis là, je n'ai pas vu en tout cas une telle offre d'une telle importance. Ça va nous permettre de régler beaucoup de problèmes, en tout cas ne serait-ce qu'un temps soit peu. Le séjour de la présidente de la fondation Gourivi Meilleur s'est conclu dans la région de Tawa par une visite de courtoisie à nos honorables chefs traditionnels réunis au palais du chef de canton de Tawa, l'honorable Mohamedou Moussa Di Adou. À cette occasion, une fatia a été dite pour que Dieu le clément descende sa miséricorde sur notre pays. Enfin, sachez que la première dame, Hajia Aïssata Issoufou, était accompagnée dans ses déplacements par le ministre de la Santé publique, Mano Arali, et une importante délégation dont fait partie l'épouse du Premier ministre, Birji Rafini. À Niamey, l'agence espagnole de coopération pour le développement international a célébré hier à son siège les 25 ans de coopération avec le Niger. À cet effet, Mme Soledad Fuentes, ambassadeur du Royaume d'Espagne au Niger, a adressé un bilan positif caractérisé par la lutte contre la pauvreté à travers surtout l'indépendance économique des femmes qui sont soutenues dans leur activité génératrice de revenus. C'était devant plusieurs invités. La SI a été créée le 11 novembre 1988 sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères comme le principal organe de gestion de la coopération espagnole et ayant pour but le plein exercice du développement comme droit humain fondamental. La lutte contre la pauvreté faisant partie du processus de construction de ces droits. Postérieurement, la loi de coopération internationale pour le développement de 1998 établissait que l'AECI est l'organe exécutif de la coopération espagnole et cadrait son objectif parmi les priorités suivantes: l'atteinte du développement et de l'équilibre dans les relations internationales, la prévention et la gestion des situations d'urgence, la promotion de la démocratie et l'impulsion des relations avec les pays partenaires. Et pour cela, des instruments de coopération technique ont été développés, ainsi que de coopération économique et financière, l'aide humanitaire, l'éducation pour le développement et la sensibilisation sociale. Ce sont déjà 25 années de chemin parcouru, dont les 6 dernières ont consacré une grande attention au Sahel et particulièrement au Niger.
Dans un contexte international complexe, la solidarité de l'Espagne est centrée sur des pays comme celui-ci qui nous accueille, conscients des besoins au niveau des services sociaux de base, des droits fondamentaux, comme les droits à l'alimentation et les droits à la non-discrimination, ainsi que des vulnérabilités de ce pays. 6 années de travail intense et professionnel ont permis d'asseoir des bases solides pour la mise en marche d'un nouveau cycle de coopération qui marquera la signature de la 2e commission mixte hispano-nigérienne dans les prochains mois. Un travail qui a également mis en relief l'engagement de l'Espagne à contribuer à ce que les Nigérians sortent du cycle de la pauvreté et construisent une société plus juste, plus solidaire et plus tolérante avec les différences et les diversités d'un pays aussi riche que le Niger. Une réunion sur la fluidité des couloirs commerciaux des produits agro-pastoraux sur le corridor Parakou-Niamey et Bouaké-Niamey via le Burkina Faso s'est déroulée ce matin à Niamey à la Chambre de commerce. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé. Guy Mathieu Théa à côté Ouagalas. Cette réunion d'information s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'une des recommandations de la conférence régionale organisée du 29 au 31 janvier 2013 à Accra au Ghana par la CEDEAO. Les objectifs spécifiques poursuivis à travers cet atelier national sont les suivants. Mettre en œuvre certaines recommandations de la conférence régionale sur la libre circulation des produits agricoles en Afrique de l'Ouest, tenu à Accra des 29 au 31 janvier 2013. Informer les acteurs sur les activités du CILS, sur le suivi des flux commerciaux et des tracasseries routières. Informer les acteurs de corridors suivis par le CILS sur le territoire de la République du Niger pour la collecte des données sur les pratiques anormales. Partager avec les acteurs les résultats des enquêtes réalisées sur le corridor sur le territoire de la République du Niger concernant ces pratiques d'une autre période. Donner l'occasion aux acteurs des chaînes de distribution et de valeur de discuter avec les représentants des services de contrôle routier. Inciter tous les acteurs à s'engager en vue de la réduction des tracasseries routières indispensables pour l'accroissement des échanges intra-régionaux des produits agro-pastoraux. Mettre en place un dispositif national de suivi-évaluation, de recommandations et d'interpellations en relation avec le CILS. Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, il s'agit d'une part d'outiller les acteurs nationaux des moyens de plaidoyer et d'aide à la décision et d'amener chaque acteur à prendre des engagements en vue de réduire considérablement les tracasseries routières. Le président du syndicat des commerçants de céréales ainsi que le président de la fédération des groupements interprofessionnels de la filière bétail et le secrétaire exécutif adjoint du CILS ont salué la tenue d'une telle réunion d'information sur la problématique de la fluidité des couloirs commerciaux. Le CILS a très tôt compris l'importance stratégique du marché et des échanges dans la gestion de la sécurité alimentaire et l'interdépendance entre les pays côtiers et les pays du Sahel en matière d'approvisionnement des marchés. Cette interdépendance trouve son fondement dans les dotations en ressources que la nature a doté les différents pays de l'espace régional. C'est dire que toute action entravant la fluidité des échanges entrave l'approvisionnement des marchés des pays en temps réel et compromet la sécurité alimentaire des populations. Il faut noter que la réunion vise à partager avec les différents acteurs, États, opérateurs privés, les résultats des collectes d'informations sur les tracasseries routières sur certains corridors. D'autres réunions seront organisées en décembre 2013 au Bénin et en 2014 au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Lancement hier à partir de la commune rurale de Galbéji dans le département de Bermont, dans la région de Maradi, de la campagne nationale 2013-2014 de lutte contre les feux de brousse. Et c'est le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine Ada Chefou qui a présidé cette cérémonie officielle. Kassoum Motari, Maman Oumar. Le choix du site de Zangouangolitan dans la commune rurale de Gadebéji, c'est dans le département de Bermou pour le lancement de la campagne nationale 2013-2014 de lutte contre les feux de brousse montre une fois encore
combien les autorités de la 7e République prennent à bras le corps toutes les préoccupations du monde rural en général et celles des pasteurs en particulier. Jadis connue sous l'appellation Nord d'Akoro, cette zone exclusivement pastorale, érigée en département en 2011, dispose d'énormes potentialités, ce qui justifie la forte concentration d'éleveurs nationaux et étrangers dans ces localités. Cependant, plusieurs problèmes constituent le facteur limitant pour le développement de cette nouvelle entité administrative. Il s'agit entre autres de la fréquence des feux de brousse, qui d'ailleurs inquiètent et compromettent l'existence des populations, surtout dans le domaine économique et socio-culturel. C'est dire qu'en réagissant lors du Conseil des ministres du vendredi 1er novembre 2013, le gouvernement a pris en compte le cri de cœur de nos laborieuses populations. La présence du ministre en charge de l'environnement à Maradi pour le lancement officiel de la campagne nationale de réalisation des bandes par feu témoigne de la volonté manifeste des autorités de la 7e République de cet état de fait. Il faut préciser qu'il a été arrêté au 31 octobre 2013 une centaine de cas pour une superficie totale ravagée de 15 170 hectares. Ce fait de brousse devait s'inquiéter le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, sont aussi devenus quasi quotidiens et à cette date, près de 120 000 hectares sont déjà partis en fumée, contribuant à dégrader davantage notre environnement déjà assez fragile et privant notre cheptel d'une source essentielle d'alimentation. Mesurant l'urgence de la situation, le Conseil des ministres, sous la conduite éclairée de son Excellence M. Issifou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, et de son Excellence Birji Rafini, Premier ministre, chef de gouvernement, a donné des instructions fermes pour la mobilisation rapide des ressources sur fonds propres pour prévenir ces fléaux et a pris la décision de commencer dorénavant les campagnes de réalisation des bandes par feu dès le mois de septembre. C'est ainsi que le gouvernement a débloqué 750 millions de francs CFA sur fonds propres pour la réalisation de 13 450 km de bandes par feu dans toutes les régions du Niger. Il s'agira à travers cette campagne de sécuriser les pâturages abondants enregistrés dans certaines parties de la zone pastorale contre les feux de brousse, mais aussi protéger notre environnement et notre cheptel au bénéfice de nos populations. Le ministre de l'Environnement a annoncé que pour cette campagne 2013, le plan d'action de l'initiative 3N prévoit l'ouverture de 22 500 km de bandes par feu, dont plus de 13 000 sont financés sur fonds propres de l'État et le reste devant être complété par les partenaires techniques et financiers de notre pays. Auparavant, le maire de la commune rurale de Gadebéji, le secrétaire général du département de Bermou, Ibrahim Souley, et le gouverneur de la région de Maradi, Amadou Babale, sont intervenus au nom de l'ensemble des populations de la région pour demander au ministre de l'Environnement de transmettre toute leur gratitude et leur reconnaissance aux autorités de la 7e République. Le gouverneur de la région a noté avec satisfaction la mise à disposition de la somme de 111 millions de francs CFA pour la région par l'État nigérien en vue de permettre la réalisation de 1300 km de bandes par feu. Ce travail, a-t-il précisé, sera exécuté avec le dynamisme et le professionnalisme que commande ce genre d'action. À l'issue de cette importante cérémonie, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, qu'accompagne le gouverneur de la région, le président du conseil régional Pati Bala, les cadres techniques régionaux et centraux et les responsables des forces de défense et de sécurité a mis à profit ce déplacement pour visiter le bâtiment réhabilité du camp forestier pour la réserve de Gadebéji. À Niamey, présentation ce matin du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC, objectif exposé sur le projet de formation professionnelle et technique aux différents partenaires du secteur. Maria Madakou, Tahirou Hassan. Fruit de la coopération Banque mondiale État du Niger, le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC représente l'un des principaux instruments qui devront contribuer de façon significative à l'atteinte des résultats retenus au niveau des axes 4 et 5 du plan de développement économique et social PDS 2012-2015. À travers cette rencontre d'échange marquant le démarrage de ces activités, il s'agit en effet de dévoiler les tenants et aboutissants de cet important projet. L'objectif poursuivi est de poser les bases
de cette collaboration entre toutes les parties prenantes. Les objectifs du projet, ses composantes, ainsi que les modalités d'exécution des activités seront présentées. Ceci permettra de parvenir à une compréhension partagée du projet au niveau de l'ensemble des parties prenantes. Le ministère des Enseignements professionnels et techniques voudrait faire du PRODEC un fleuron, un modèle de réussite. L'équipe en charge de la coordination et de l'exécution des activités du projet a d'ores et déjà été sensibilisée sur cet important enjeu. Je ne doute pas un instant de sa capacité à remplir sa lourde mission suivant les meilleures règles d'éthique et de résultats. Le représentant résident de la Banque mondiale au Niger, dont la structure constitue le premier partenaire du pays dans l'élaboration de ce projet, a, au cours de cette cérémonie, réitéré le soutien de son institution pour la mise en œuvre effective de ce projet spécialement dédié à la jeunesse. Les aspects de renforcement des capacités sont classiques. Toutes nos opérations, tous les projets que la banque supporte au niveau du Niger ont des composantes là-dessus. Je sais que vos ministères, avec les configurations nouvelles qui sont là, requièrent des ajustements de renforcement des capacités. Les différentes structures qui seront impliquées dans l'exécution du projet aussi auront besoin de ces appuis. Et nous comptons beaucoup sur vous pour que justement personne ne soit laissé pour compte, que tout le monde puisse véritablement être renforcé. Je voudrais conclure pour dire que la Banque mondiale reste déterminée à soutenir le Niger, ensemble avec les autres partenaires techniques et financiers, et notre appui reste continu. Entre autres buts visés par le PRODEC, l'on note l'amélioration de l'efficacité de la formation professionnelle et technique, des programmes de développement de compétences à court terme et d'apprentissage dans les secteurs prioritaires. Le lancement officiel de ce projet se fera dans les jours à venir dans un cadre beaucoup plus élargi, avec notamment la participation des jeunes. Le commissaire à l'organisation du Hajj de la Oumra a organisé ce jour au siège du COHO une conférence de presse. La question de la dernière édition du Hajj était au centre de cette sortie. Tout le processus organisationnel était passé au crible de cette sortie médiatique. Une conférence de presse qui dresse un bilan satisfaisant donc du Hajj 2013. C'est Soumela Ibrahim, Salif Garba. Par cette conférence de presse, le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Oumra effectue sa première sortie médiatique après que tous les pèlerins nigériens aient regagné le Bercail, le Hajj 2013 accompli, une première édition pour le COHO. Cette conférence de presse sonne donc pour le COHO comme le bilan de son organisation. Un bilan séquentialisé par le commissaire en commençant par ce qu'il conviendrait d'appeler l'organisation en amont du Hajj. Une première étape conduite de main de maître par l'institution et qui va de la sélection des agences, soit 26, au premier vol, en passant par la mise en étape psychologique et culturelle des pèlerins et le choix des compagnies de transport. Alors ces compagnies, en 21 vols, elles ont transporté tous les pèlerins à Médine et c'était pour la première fois. Les pèlerins atterrissaient à Jeddah, avec un circuit fastidieux qui allait de Jeddah à Médine. Cette année, on a pu économiser ce circuit-là. Une autre étape abordée par le commissaire dans son bilan, l'organisation intersaoudienne, notamment l'innovation apportée cette année dans le Hajj, à savoir la restauration et les couchettes au niveau de Mina. Vous vous rappelez, chaque pèlerin a payé 100 000 francs. 100 000 francs décomposés de la manière suivante. 40 000 francs pour la couchette, 60 000 francs pour la restauration. Le système de la restauration a connu des problèmes. Il n'a pas bien fonctionné. En tout cas, il n'a pas fonctionné tel qu'on aurait souhaité qu'il fonctionne. En tout cas, les premiers jours, même si ça s'est amélioré au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons enregistré des doléances. Nous avons réuni tous les acteurs, les agences et tout le monde concerné, et nous avons évalué la question posée. Dites-nous quel est le préjudice que vous pensez avoir subi
combien de repas on ne vous a pas servi? Il faut nous le dire, agence par agence. Chaque agence a donné ses propres chiffres et on n'a changé aucun chiffre. L'ensemble des chiffres donnés par les agences, rapprochés à l'ensemble des repas retenus, en pourcentage s'élève à 13,94%. Sur la base de ce chiffre, nous avons approché les prestataires et les autorités saoudiennes pour nous faire dédommager. Ça a été fait au niveau du préjudice subi. Donc la démarche a été entamée, a été engagée et le dédommagement a été acquis. Le montant que nous avons et qui sera disponible, il est autour de 100 millions. Pour les couchettes, l'évaluation d'ensemble est que le système est bon. Nous n'avons pas eu de critique par rapport aux couchettes. Tout le monde dit que c'est bon. À un moment, on nous avait dit qu'il manquait quelques matelas, je crois 4% des matelas. Mais là aussi, sur la base des documents de réception signés, on s'est rendu compte que les matelas manquants n'étaient pas du fait des fournisseurs, mais c'était du fait d'une organisation interne. Donc là, on n'a pas insisté, puisque le système est bon. Les déplacements sur les lieux de culte étaient les premières préoccupations une fois en terre sainte. Là aussi, le pari est gagné. Après, le plus important, nous sommes partis pour le Hajj. Donc le plus important, c'est le transfert sur les lieux de culte, c'est-à-dire Mina, Arafat, Mozdalifa, retour. Et ça s'est passé très bien et dans le délai, avec un système de transport fréquentiel qu'on appelle système de la navette, dans lequel le Niger a été cité un exemple, parce que bon, le Niger a déjà expérimenté. Et très tôt, nos pèlerins étaient tous sur les lieux de culte. Aucun n'a raté la présence sur les lieux de culte. 12 000 consultations pour 63 hospitalisations. Le bilan sanitaire est positif, même s'il faut dénombrer 7 décès naturels et 2 accouchements. Des accouchements dont personne ne saurait expliquer comment ces dames ont pu s'extirper dans les mailles de contrôle. Nos praticiens nous ont affirmé avoir fait vraiment tout ce qu'il faut pour éviter ce genre de situation. Mais malheureusement, on a constaté qu'il y a eu 2 accouchements cette année, il y en a eu l'an passé. Donc maintenant, c'est à nous de mieux nous organiser pour éviter ce genre de situation, parce qu'on met quand même en péril 2 personnes, sans compter que la personne n'est même pas sûre de pouvoir faire le Hajj si elle accouche un peu avant le Hajj. Donc c'est vraiment un problème. Mais nous allons le regarder, c'est un problème qui nous préoccupe, ce problème-là. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Dans l'ensemble, les échos que nous recevons sont des échos d'encouragement. Ils sont plus ou moins favorables, comme a été favorable la distinction que nous avons eue en Arabie Saoudite. Mais pour nous, ces encouragements, c'est une incitation à mieux faire. Parce qu'en une seule année, on ne peut pas résoudre tous les problèmes du Hajj au Niger. Donc il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre. On en a conscience. On a pu peut-être agir sur les choses les plus visibles, comme je citais tout à l'heure, les inscriptions, les visas, les transports, aller-retour. Ensuite, aller sur tout ça, je pense qu'on commence à trouver la solution. Mais encore, il reste beaucoup de choses à faire. Essentiellement, comment agir sur les comportements, comment mieux administrer les agences, comment sécuriser le retour des bagages. Donc tout ça, ce sont des points qui sont des points sur lesquels nous allons nous pencher pour que le Hajj soit dans les années qui viennent, après plusieurs disons, expériences, que ce soit une opération qui vient et qui passe sans qu'il y ait beaucoup de tension dans le pays, que ce soit vraiment comme un train qui arrive à l'heure dont on ne parle pas. C'est notre ambition, c'est ce qu'on veut faire du Hajj au Niger dans les années qui viennent. Au-delà donc des insatisfactions constatées dans la restauration et la gestion des couchettes et contre lesquelles le Coho a vite pris le taureau par les cornes, c'est un coup de maître qu'il vient de réussir dans l'organisation de son premier Hajj, un Hajj devenu problématique au fil des ans au Niger.
Cette réussite du Coro lui a d'ailleurs valu les distinctions de la Mouassasa, l'instance organisationnelle du Hajj en Arabie Saoudite, et des témoignages de satisfaction de certaines agences nigériennes. Comment rendre le système de l'état civil plus performant? C'est le thème central d'un forum qui s'est tenu ce mardi à Maradi. Et c'est le secrétaire général du ministère en charge de l'Intérieur qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de ce forum. Moussa Jariri, Sanoussi Garba. Le forum de Maradi fait suite à une série d'autres forums tenus à Agadez, Tawa, Dosso, Difa et Zender sur l'état civil au Niger. Ces assises ont pour objectif de contribuer à rendre beaucoup plus performant, fiable et accessible à tous les citoyens le système d'état civil, et ce à travers notamment la création d'une synergie entre les acteurs du système, l'adhésion pleine et entière des autorités administratives et coutumières et la société civile au fonctionnement régulier du système et à son caractère stratégique pour le développement entre autres. C'est sans doute pour le même souci d'améliorer la performance du système que le Niger s'est doté en 2007 d'une politique nationale de l'état civil assortie d'un plan d'action dont les résultats sont aujourd'hui palpables. Cette politique a porté l'enregistrement des naissances, portant au stade embryonnaire il y a quelques années à un taux de 55% actuellement. Malgré cette tentative de redynamisation, dira le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, notre système d'état civil continue à connaître des difficultés. Cependant, Ibrahim Mori s'est dit convaincu qu'avec l'engagement et la détermination des autorités administratives et politiques de notre pays et l'intérêt manifeste des partenaires techniques et financiers tels que l'UNICEF, l'Union européenne, Plan Niger, GIZ et Africa Obota, l'état civil sera en mesure d'accomplir honorablement sa mission. Pour cela, a dit pour sa part le directeur régional de l'état civil, le plan de développement économique et social, PDES, a pris en compte les besoins du secteur. L'état civil fait l'objet d'une très grande attention de la part des plus hautes autorités de ce pays, notamment le président de la République, son Excellence Alhaji Issou Mamadou. Donc, à l'occasion de la réunion des maires qui a eu lieu ici à Maradi, du 2 au 4 avril, il a lancé un appel aux maires vraiment d'intégrer l'état civil dans leurs préoccupations quotidiennes, parce que l'état civil est extrêmement important pour toute planification dans un pays. Donc vraiment, l'État a mis suffisamment les moyens, les partenaires aussi ont mis les moyens. Donc aujourd'hui, on a des moyens pour fonctionner, n'est-ce pas? Et maintenant, il y a la logistique pour travailler, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau départemental, donc que ce soit au niveau des communes. Donc, en tout cas, l'État a demandé aux partenaires de nous accorder de la logistique. En tout cas, les moyens sont suffisamment mis. Et il y a aussi les partenaires au niveau de chaque région qui interviennent dans le domaine de l'État civil. Auparavant, le représentant du gouverneur, Ado Bala, le représentant de l'UNICEF, Mohamed Ali Ag Hamana, sont tour à tour intervenus pour souligner combien la tenue du présent forum constitue une opportunité pour la région de Maradi de faire l'état de fonctionnement de l'état civil des différentes communes, de mettre en exergue les défis et de faire des propositions d'amélioration de la situation. Il faut enfin souligner que ce forum a regroupé toutes les autorités administratives et coutumières de la région, les élus locaux, les directeurs régionaux et les chefs de services techniques, les représentants des PTF et ceux de la société civile. Des agents de forces de défense et de sécurité suivent depuis hier à Niamey une formation sur le terrorisme qu'organise la commission de la CEDEAO avec l'appui de l'ambassade des États-Unis. La cérémonie officielle d'ouverture de cette session de formation qui durera 12 jours a été présidée par le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Sani Sefou Gérard Abdelaziz. Ils sont une quarantaine, les éléments des forces de défense et de sécurité nigériennes qui suivront cette formation qu'organise la CEDEAO en partenariat avec l'Institut d'études de sécurité IES. Ce cours de formation est une introduction à la lutte contre le terrorisme. Donc, c'est une formation de base. Son contenu et le programme d'études sont basés sur le projet de manuel de lutte contre le terrorisme de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui vise à développer et standardiser l'expertise et les capacités techniques des pays de la région en matière de lutte contre le terrorisme.
C'est une contribution importante pour les forces de défense et de sécurité qui se battent nuit et jour avec le soutien des plus hautes autorités nigériennes pour lutter efficacement contre le terrorisme. J'aimerais au nom des hauts commandements de la gendarmerie nationale, de la garde nationale, des directeurs généraux de la police et des douanes, saluer les initiateurs de cette session de formation dédiée à toute la chaîne pénale, à savoir les magistrats, les OPJ de la police nationale, de la garde nationale, de la gendarmerie et aux enquêteurs de la douane nigérienne. Cette initiative est à saluer en ce qu'elle répond aux préoccupations des populations et des plus hautes autorités de notre pays qui, depuis 2 ans, n'ont ménagé aucun effort pour verrouiller le Niger aux forces de mal que constituent les associations criminelles organisées dans les trafics de tout genre sur notre espace. Le représentant de la CEDEAO, Isaac Armstrong, et celui de l'ambassade des États-Unis, Brian Morgan, ont réitéré respectivement la détermination de l'institution sous-régionale et des États-Unis d'Amérique à appuyer le Niger dans ses efforts de lutte contre le terrorisme. Des efforts que les autorités nigériennes entendent poursuivre et intensifier. Je puis vous affirmer que tous les moyens seront mis en œuvre par le gouvernement nigérien pour que le Niger ne soit pas un sanctuaire pour les terroristes et les autres organisations criminelles transnationales. Les participants suivront 8 modules pendant les 12 jours que durera leur formation sur le terrorisme. Ouverture hier à Ottawa d'une session à l'adresse des autorités administratives et coutumières sur la protection internationale des violences sexuelles basées sur le genre. Et c'est le gouverneur de la région, Barmo Salifou, qui a procédé à l'ouverture de cette formation organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. On retrouve Mohamed El Mokhtar avec cette fois-ci les images de Yazir Abiou. 2 importantes allocutions ont marqué l'ouverture officielle des travaux. Celle tout d'abord de la chef de bureau HCR Tawa, qui a rappelé la Convention des Nations Unies de 1951 relative à la protection des réfugiés. Pour Mme Sophie Lin Oumadjang, cette convention a constitué un véritable tournant dans l'élaboration des normes régissant les droits et devoirs des réfugiés ainsi que les obligations des États. En 1967, un protocole fut adopté pour élargir les champs d'action de la Convention qui était conçue au départ pour faire face aux séquelles de la Deuxième Guerre mondiale. La région de Tawa, qui accueille les réfugiés maliens sur les sites d'Intikan et Tzalit, dans le département de Tilia et Tassara, est donc un endroit idéal pour l'organisation de cette présente formation à l'endroit des autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour le bien-être des réfugiés. Cette formation permettra aux participants donc de comprendre les concepts de base de la protection internationale. Qui est protégé? Qui protège? Comment protéger? Qu'est-ce qu'un réfugié? Quelles sont les dispositions nationales et internationales en matière de la protection? Voilà autant de questions qui trouveront leurs réponses à l'occasion de cette formation, a dit la chef d'antenne HCR de Tawa, qui n'a pas manqué d'exprimer ses sincères remerciements aux autorités de la région de Tawa. Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de la région de Tawa a salué une fois de plus la qualité de la coopération entre les autorités de la région et les HCR. Barmo Salifou s'est réjoui ensuite de cette initiative dont l'objectif est d'outiller les autorités régionales pour mieux comprendre afin de mieux répondre dans le cadre de leur mission de promotion, de protection et de défense des droits des réfugiés. Pour le gouverneur de Tawa, cette formation vient à point nommé, car Tawa abrite les sites d'Intikan et Tzalit, dont la relocalisation n'a pas été chose aisée. Ce travail d'ailleurs, a ajouté Barmo Salifou, avec satisfaction, a permis au HCR de décerner le prix 2013 de la réussite en équipe à l'équipe HCR Tawa. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de remettre au nom du haut-commissaire adjoint et au nom du représentant du HCR au Niger le prix décerné à l'équipe HCR de Tawa qui est nommé réussite en équipe.
il sied quand même de rappeler un peu ce que, environ 7 ans, le haut-commissaire adjoint a institué 6 différents prix et qui sont décernés de par le monde aux équipes du HR, aux représentants, aux collègues, aux partenaires qui ont pu se distinguer par leur manière de protéger et d'apporter l'assistance aux personnes réfugiées ou vulnérables. Donc, au nom de l'administration, donc au nom des autorités de la région du Tawa, je vous présente toutes mes félicitations, tous mes encouragements. La toute première mission officielle que j'ai pu effectuer ici en tant que gouverneur de cette région, j'ai pu constater de visu les difficultés que vous rencontrez en quittant Tawa pour vous rendre sur le terrain, sur les sites, malgré les problèmes. Rencontre ce matin dans la salle de réunion du 2e arrondissement communal de la région de Maradi. Des jeunes de la région, 48 heures durant, ces jeunes échangeront sur les questions de paix et de sécurité. Salou Ramatou, Imran Idrissa. Le terrorisme qui fait des ravages à travers le monde et qui ne connaît pas de frontières n'étant ni plus ni moins que le résultat de l'extrémisme violent. C'est pourquoi le Conseil national de la jeunesse, conscient du danger qu'encourt la jeunesse avec l'appui de l'ambassade des États-Unis, ont pris l'initiative d'organiser cette rencontre de la jeunesse au niveau de toutes les régions afin de conscientiser la jeunesse sur l'importance de la paix dans un pays. L'objectif visé de notre rencontre ici, c'est la sensibilisation des jeunes, c'est la prévention des estimations de violence sur la jeunesse. La jeunesse actuellement, en tout cas aujourd'hui, surtout dans la région du Sahel, elle est acteur en même temps, elle est victime des questions de violence. Quand on regarde la sous-région, quand on regarde tout ce qui se passe en termes de conflits, en termes de violence, il est important que de nos jours, que nous puissions en tout cas nous regrouper pour échanger ensemble, pour savoir quel doit être véritablement notre rôle en tant que jeunes pour consolider la paix, pour maintenir la paix. Parce qu'on le sait, aucune action de développement ne peut se poursuivre sans un climat de paix. Dans son mot d'ouverture, le représentant du gouverneur de la région empêché, Ado Bala, a souligné combien cette rencontre est importante. Car, dit-il, une jeunesse abandonnée constitue une proie facile des milieux terroristes. C'est pourquoi il encourage le Conseil national de la jeunesse en leur demandant de garder le même élan. Car selon lui, nous avons tous à gagner avec une jeunesse consciente et responsable. Retour à Tawa avec l'ouverture de l'atelier de consultation et d'échange du Millennium Challenge à Compte. Et c'est le secrétaire général de la région qui a prononcé le discours de la cérémonie d'ouverture. Kader Sangaré, Léolicini. Cet atelier de consultation et d'échange rentre dans le cadre des consultations entreprises par le Millennium Challenge à Compte Niger, MCA Niger, qui depuis quelque temps multiplie les contacts avec tous les acteurs impliqués dans l'exécution des activités de développement dans notre pays. Prenant la parole le premier, le conseiller économique du président de la République représentant le coordonnateur du MCA Niger, M. Amadou Moussa, a indiqué que la présente mission de terrain est la suite logique de la poursuite des consultations qu'ils ont entamées depuis le lancement du processus de la formulation du programme compact du Niger. La rencontre a pour objectif d'échanger les informations avec l'administration décentralisée. De notre côté, nous sommes venus leur apporter les informations par rapport à l'évolution de nos travaux. Comme vous le savez, le Niger a été qualifié au programme compact du MCC en 2012. Nous avons entrepris des études qui nous ont permis de savoir qu'il y a 3 contraintes majeures qui entravent la croissance économique du Niger. La première, c'est la difficulté d'accès à l'eau pour la production agricole. La deuxième, c'est les difficultés de l'environnement des affaires. Et la troisième, c'est les difficultés liées au commerce transfrontalier. Nous avons élaboré des logiques d'intervention et donc nous sommes venus ici par rapport à la première contrainte, accès à l'eau pour la production, avoir les inputs des représentants de l'administration décentralisée,
les représentants des ONG internationales, les élus, ainsi de suite, pour améliorer ce que nous avons comme idée des projets. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général adjoint de la région de Tawa, M. Beka Mohamed, après avoir souhaité la chaleureuse bienvenue aux participants, transmis les salutations et les encouragements de son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, qui appréhende parfaitement l'importance des efforts que les différents acteurs, notamment les services techniques de l'État et les partenaires techniques et financiers déploient pour le développement socio-économique du Niger. À cet effet, dira Beka Mohamed, c'est suite à la tenue de son conseil d'administration en date du 18 décembre 2012 que le Millennium Challenge Corporation, MCC, cette agence américaine dont l'objectif principal est de réduire la pauvreté grâce à la croissance économique, a décidé de l'éligibilité de notre pays à son programme Compact. Pour mieux asseoir l'assise de ce projet, a ajouté M. Beka Mohamed, une unité de coordination a été mise en place en vue d'accélérer sa mise en œuvre à travers 3 études principales qui portent sur l'analyse des contraintes à la croissance économique, les inégalités sociales et le genre, l'analyse des opportunités d'investissement. Toutes ces études, a souligné le secrétaire général adjoint de la région, ont été menées de concert avec les ministères concernés, les organisations de la société civile et le secteur privé et ont permis de connaître les difficultés qui freinent la croissance économique durable. Avant de terminer son propos, M. Beka Mohamed a exhorté les participants à écouter attentivement les présentations qui leur seront faites par la mission du MCA Niger en vue de faire bénéficier la région des financements du programme Compact. Tout à leur souhaitant plein succès à ces travaux. Le phénomène de montée d'eau persiste encore dans la région de Difa, notamment aux abords de la Koumadougou-Yobé. Ce matin, le gouverneur de la région était sur les rives du village de Lada et celle de Chetmari pour constater la menace qui pèse sur certaines localités. Adraman Boukari, Harouna Sanda. Le phénomène des inondations qui sévissent toujours dans la région de Difa naît encore cette année d'une certaine crue exceptionnelle de la rivière Koumadougou-Yobé constitue à présent un sujet de grande préoccupation au niveau de plusieurs villages riverains. C'est le cas ce matin au niveau du village de Lada et celui de Chetimari, Gréma Artori, cette fois-ci dans la commune urbaine de Difa, où ces eaux menacent à présent d'envahir ces villages ainsi que les champs situés aux alentours. C'est les eaux de la Koumadougou qui ont débordé et qui menacent, comme vous le voyez, le village de Chetimari, Gréma Artori. Les mêmes eaux de la Koumadougou ont passé au pied de la digue de protection du village de Lada. L'ouvrage n'a pas cédé, mais l'eau est passée à contourner l'ouvrage. Donc l'ouvrage lui-même, juste au début de l'ouvrage, l'eau est passée juste au début de l'ouvrage. Donc l'ouvrage tient bon jusqu'à présent, mais c'est l'eau qui est passée à côté de l'ouvrage. Aussitôt informé de la situation, le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, à la tête d'une forte délégation composée d'autorités administratives et communales, des cadres régionaux et départementaux, ainsi que des représentants des différentes institutions internationales intervenant dans la région de Difa, s'est rendu tôt ce matin dans ces villages, à l'effet de constater l'ampleur du phénomène, mais aussi et surtout discuter et échanger avec les populations elles-mêmes, ainsi que les techniciens sur les mesures idoines et dispositions à prendre afin de limiter les dégâts que peuvent engendrer ces eaux. Si on ne bloque pas l'eau, l'eau va aller jusque vers les habitations. Là, de ce côté, vous avez des champs de riz. Si des dispositions ne sont pas prises, peut-être l'eau va aller endommager les champs qui sont en train d'être récoltés. Donc là-bas, vous avez la ville de Difa de l'autre côté et les champs. La solution pour l'instant, c'est d'ériger des digues de protection et pour éviter à ce que les eaux aillent vers le village. Et de l'autre côté, il ne faut pas dire qu'on va bloquer l'eau totalement du côté de l'Ada, mais atténuer vraiment le passage et les écoulements. Cependant, consciente des conséquences liées à ces inondations et des leçons tirées l'année passée, les populations de ces villages, avec l'appui de leurs bras valides, procèdent déjà d'une part à la confection des digues de fortune avec des sacs de sable et d'une part au renforcement de celles réalisées l'année précédente, ce qui du reste leur a valu tous les encouragements du gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, pour la promptitude avec laquelle elles ont su agir face à la menace. Yakubu Soumana Gao les a également rassurés de l'entière détermination et disponibilité constante des autorités régionales à les accompagner dans la gestion de cette crise.
La région d'Agadez, quant à elle, célèbre aujourd'hui même dans la joie et l'effervescence populaire la fête de Bianou, édition 2013. Une manifestation vieille de plusieurs siècles entamée au lendemain de la fête de Tabaski. C'était une apothéose avec la grande procession de deux groupes d'organisation, celui de l'Est et de l'autre de l'Ouest. Pour d'autres précisions, suivons ce reportage de Moussa Faleh et Ibrahim Marikou. Tradition oblige, les festivités de Biano commencent chaque année une semaine après la Tabaski. Les groupes Est et Ouest passent, comme ce fut le cas hier, la dernière soirée à Al-Akhsas, un quartier de la périphérie d'Agadez servant de cadre à la grande veillée. Les participants se retrouvent à la Belle Étoile autour d'un grand repas que le comité d'organisation offre pour la circonstance. Leur retour ce matin en direction d'Agadez constitue sans nul doute les clous de manifestation de cette fête populaire dont seuls les habitants de l'Aïr détiennent les secrets. Dans un concert assourdissant de tambours et de tambourins, les festivaliers de Biano avancent en esquissant des pas de danse tout au long du trajet. La longue procession du cortège aux alentours du carnaval se gonfle d'adeptes et d'admirateurs à mesure qu'elle s'approche du centre urbain. Les participants qui à pied, qui à dos de chameaux ou de chevaux attirent dans leur passage un monde fou d'automobilistes et d'engins à deux roues. Les deux groupes en scène dans la rue rivalisent de talent et d'adresse. Ils se livrent à une démonstration spectaculaire mettant en exergue le riche patrimoine artistique et culturel qui entoure l'organisation des Biano. Boucliers à la main, ils s'arment des sabres, des lances et des poignards, offrant l'image des véritables guerriers des temps anciens. Les danseurs et musiciens du Biano évoluant en file indienne se distinguent aussi par leur turban noir indigo en forme de crête de coq actionnée à volonté. Par-dessus leurs amples grands boubous, ils portent de larges ceintures décorées par produits de l'artisanat de l'Aïr. Dans cette effervescence populaire, les femmes ne sont pas en reste. Elles participent à toutes les manifestations à l'exception de celles de la veillée et d'Al-Akhsas. Richement habillées et parées de leurs plus beaux atours, elles accueillent en règle générale les festivaliers à l'entrée de la ville avant de se fondre dans la foule compacte. Leur présence au Biano donne à la fête un décor encore plus attrayant. Le comité d'organisation introduit dans son programme un itinéraire ponctué de quelques arrêts. Les pauses permettent aux festivaliers de saluer au passage les autorités administratives et coutumières. Les deux groupes les gratifient à l'occasion d'un spectacle culturel saisissant. Au gouvernorat ce matin, ils ont été séparément reçus par les secrétaires généraux de la région. Autre destination, le sultanat de l'Aïr, en sa qualité de premier responsable du Biano, parent des mœurs et traditions, Sa Majesté Omarou Ibrahim Oumarou attend dans la cour de son palais l'arrivée fracassante des festivaliers. Le Biano, faut-il le rappeler, est une fête aux multiples facettes. Sujette à diverses interprétations, ses origines sont à la fois culturelles et religieuses. Les populations d'Agadez célèbrent sa fin au 10e jour de l'an musulman correspondant à la Shura, une journée particulièrement considérée par la Oumma islamique. Quoi qu'il en soit, le Biano constitue une occasion de raffermissement des liens de fraternité, d'amitié, de solidarité et de cohésion sociale, toutes choses auxquelles les autorités nigériennes accordent la plus haute importance. La section du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya de Côte d'Ivoire a organisé une rentrée politique au Palais de la Culture d'Abidjan. Ils étaient des milliers de ressortissants nigériens à prendre part à ce meeting, une démonstration de force à laquelle le vice-président du parti Bazoum Mohamed et sa délégation ont pris part. Ils étaient des milliers de ressortissants nigériens résidant en Côte d'Ivoire à faire le déplacement de cette rentrée politique à Abidjan. Dans la capitale ivoirienne, le Palais de la Culture a réuni les militants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. La redynamisation des actions du parti était au centre de cette grande manifestation.
Intervention, slogan du parti, acclamation, encouragement ont caractérisé ce rassemblement des militants, tous dévoués au PNDS Tareya de la Côte d'Ivoire. Ils reconnaissent au chef de l'État les actions menées en 2 ans et demi d'exercice, notamment dans les secteurs sociaux de base. Sur le plan de l'emploi, plus de 20 000 nouveaux emplois ont été créés. À la fonction publique, faisant passer la masse salariale de presque 200 milliards de francs CFA. Dans le domaine de la santé, ce sont 536 médecins qui ont été recrutés. Ce recrutement important a permis d'améliorer les prestations de nos services publics d'une part et a permis de diminuer le chômage d'autre part. Le gouvernement a payé 2 mois de salaire à l'espace de 10 jours, ce qui prouve que les caisses de l'État ne sont pas vides, comme le disent les colporteurs de mauvaises nouvelles qui prédisaient des arriérés de salaire à nos travailleurs du fait de l'augmentation des revenus et du recrutement de nouveaux agents. Le président par intérim du parti Bazoum Mohamed s'est personnellement déplacé pour présider la cérémonie. Accompagné de plusieurs membres du PNDS, Bazoum est venu témoigner leur reconnaissance, mais aussi le soutien inéluctable du bureau de la coordination nationale à ces militants de la diaspora, à qui il a promis d'améliorer davantage leurs conditions de séjour en sa qualité de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. En venant ici, je savais que nous aurons affaire à des camarades très mobilisés, mais jamais, je n'ai imaginé que vous pourriez remplir ce palais de sport. Jamais je ne croyais que vous seriez aussi nombreux que vous l'êtes. C'est la preuve qu'en Côte d'Ivoire, comme nous le savons, nous avons une forte communauté de Nigériens. Mais le plus important, c'est la tranquillité avec laquelle vous vivez en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier infiniment les autorités de ce pays frère, remercier en particulier le président Alassane Ouattara pour l'hospitalité qu'il offre aux Nigériens, pour la quiétude dans laquelle vous vivez, pour la tranquillité avec laquelle vous menez vos affaires. Depuis que je viens ici en ma qualité de ministre des Affaires étrangères, jamais notre ambassadeur ou nos responsables de section ne nous ont rapporté quelque événement que ce soit susceptible d'indiquer que vous n'êtes pas à l'aise en Côte d'Ivoire, bien au contraire. Je voudrais donc rendre hommage au président Ouattara et rendre hommage au président Foué-Boigny, qui est celui qui avait déjà fait de la Côte d'Ivoire ce grand réceptacle des populations du Sahel. C'est vrai que ces dernières années, nous sommes passés par des épisodes qui furent douloureux. J'ai une pensée émue pour les Nigériens qui ont été tués à l'occasion des événements des années 2010-2011. Mais tout cela relève désormais du passé et c'est pour moi le lieu d'exprimer en votre nom à vous, au nom du président de la République, Mahamadou Issoufou, notre gratitude à l'endroit du président Ouattara. Cette démonstration de force de la section PNDS Tareya de la Côte d'Ivoire est une preuve de l'attachement de ses ressortissants nigériens aux idéaux du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya, mais surtout au chef de l'État, le président Issoufou Mahamadou, et à son gouvernement. Et c'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité, de nous avoir suivis. Au revoir.